Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 29 juin 2020. Merci de votre fidélité à notre antenne et bienvenue une fois encore dans votre émission Covid-19 à vos questions. Comme d'habitude, nouvelle semaine, nouveau rendez-vous. Et ce soir, nous avons sur ce plateau Dr Yao Didier Degbe. Il est chef division des établissements publics de soins au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Avec lui, nous allons passer au pain fin. Ce thème, coronavirus, faut-il libéraliser la prise en charge sanitaire? Bonsoir docteur et merci d'être là. Bonsoir. Alors, comment vous passez d'abord ce temps-là au sein de votre division, au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique? Non, ça se passe bien. Je suis dans la direction des établissements de soins de réadaptation qui s'occupe principalement de voir si les prestations qui sont faites aux patients dans les structures sont faites de qualité. Donc aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et je pense que nous faisons notre travail. Et quel est le constat qui se dégage? Bon. 50%, 80%, bon, ou carrément à 30%. Non, pas à 30% non, quand même. C'est juste pour mieux comprendre. Non, pas à 30% quand même. On sait que tout n'est pas parfait, mais on fait des efforts pour que on puisse mieux prendre en charge les patients dans les structures de santé. Justement, mieux prendre en charge les structures de santé, et c'est dans ce ordre d'idées que nous allons essayer de mener ce débat ce soir. Une question demeure en matière de la prise en charge des patients ou bien des cas contaminés de Covid-19 au Togo. Une question demeure, faut-il libéraliser ces différentes structures à procéder à une prise en charge dans chaque commune, enfin, district sanitaire, libérer les structures sanitaires dans tout son ensemble, ou bien faut-il toujours garder le schéma mis en place par la cellule riposte? Oui. Bon, ça c'est une question sur laquelle des réflexions se font. Et je pense qu'au niveau, au niveau de notre ministère, les choses se font pas à pas. Et peut-être qu'avec le temps, on pourrait y arriver, mais pour le moment, vu la situation qui prévaut, nous ne pensons pas qu'il soit possible de prendre en charge les patients de Covid-19 dans toutes les formations sanitaires. Vous savez que quand le problème a commencé, la pandémie a commencé au niveau du pays, les patients étaient pris en charge uniquement dans une structure qui a été, je pourrais dire, réquisitionnée par l'autorité, qui est le centre hospitalier régional Lomé Commune. Mais avec le temps, compte tenu de l'évolution de la pandémie dans le pays, la prise en charge a été un peu libéralisée, si je peux le dire ainsi, puisque du CHR Lomé Commune, la prise en charge a été étendue. Premièrement, au CHR de Sokoré, pour la région centrale, et progressivement, et comme la pandémie est maintenant au niveau de tout le pays, toutes les régions ont une structure de prise en charge des patients malades de Covid-19. Mais, et actuellement, selon les dernières informations que j'ai eues, des structures sont en train d'être construites, des structures totalement dédiées à la prise en charge des malades de Covid sont en train d'être construites au niveau de toutes les régions du pays. Mais nous ne sommes pas encore à la prise en charge des malades de Covid au niveau de tous les districts sanitaires, c'est-à-dire au niveau de toutes les préfectures. Alors, quand on sait que le Togo a un peu plus d'une quarantaine de districts sanitaires, vous convenez avec moi que celui-là qui vit peut-être,
Je prends quel exemple? Badou, par exemple, pour descendre jusqu'au niveau d'Akpamé-Ville, ça va être un peu délicat pour lui en matière de prise en charge. Dans le parcours, on est tenté de dire peut-être qu'il aura d'autres contaminations à mi-chemin. Mais si on a peut-être un centre de prise en charge sur place, dans ce district sanitaire de Badou, par exemple, ou bien dans le district sanitaire, je ne sais pas, dans le Grand Aune, est-ce que ça ne va pas quand même alléger un peu la tâche? Oui, Quand on sait que la maladie est très contagieuse. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de prise en charge des patients malades au niveau des régions, je crois que vous avez eu suffisamment d'informations et vous savez que lorsqu'on vous fait le test de Covid-19 et que le test est positif, soit vous ne présentez aucun signe de maladie, donc vous êtes positif au test et vous n'êtes pas malade, soit le test est positif chez vous et vous présentez déjà des signes de maladie. Et c'est chez les personnes qui présentent déjà des signes de maladie, c'est ces personnes-là qu'on regroupe au niveau des structures de prise en charge dont on parle. Mais au niveau de tous les districts, des patients à qui on a fait le test, mais qui ne sont pas malades, qui ne présentent aucun signe, ces patients sont quand même pris en charge parce qu'ils sont regroupés dans une structure prédéfinie au niveau du district et sont surveillés. Mais c'est ceux qui présentent déjà des signes de maladie qu'on regroupe dans une structure spécifique au niveau de la région pour les prendre en charge. Voilà. Nous allons prendre l'exemple de Djarkwanga. Oui. Djarkwanga, qu'on sait que c'est un peu distant par exemple, de Soko-des-Villes. Alors, la prise en charge se fait concrètement à quel niveau là-bas? C'est au niveau de Djarkwanga, district sanitaire. Djarkwanga est une situation particulière. Compte tenu de la distance de Djarkwanga par rapport. Si vous quittez Djarkwanga, la première ville que vous pouvez avoir, c'est Bassar. Oui, Bassar. Avant de descendre vers Sokodé. Et donc, Djarkwanga, compte tenu de la distance, a une structure de prise en charge au niveau de Djarkwanga. C'est une situation particulière. En dehors de Djarkwanga, je ne pense pas que dans un autre district, en dehors de chef-lieu de région... C'est peut-être parce que c'est le début de la maladie au Togo avec 11 cas. Ça a fait non, c'est pas le début, mais c'est pas le début, mais lorsqu'on a découvert les premiers cas au niveau de Djarkwanga, c'était plusieurs personnes à la fois. Et ça, c'est lié au fait que Djarkwanga, c'est une ville c'est comme Aflao, hein. Oui. Ça veut dire que c'est juste sur la frontière. Voilà, il y a une partie dans le Togo, une partie dans le Ghana. Voilà, une partie dans le Ghana. Oui, Tindiassi qui est la ville, là, il y a une partie dans le Ghana, une partie dans le Togo. Et quand les cas ont été découverts, on a su après que beaucoup sont des cas qui sont venus du Ghana. Mais, comme on le dit pour la prise en charge, Djarkwanga est un cas particulier. Et donc, compte tenu de la distance, on a mis une structure de prise en charge des malades au niveau de cette préfecture. En quoi ça gêne si on libère? En quoi ça gêne? C'est que... Pour relancer la vie d'une façon beaucoup plus active, parce qu'aujourd'hui, on a comme impression que la maladie à corona a tellement mis aux arrêts plusieurs activités et la relance est tellement timide, malgré que certains allègements ont été faits celle-là afin de pouvoir relancer l'économie dans tout son ensemble. Oui, c'est vrai que l'impact de l'avènement du coronavirus au niveau de tout le pays, c'est l'impact économique. Ça, tout le monde en est bien conscient. Et donc, c'est un jugulant. L'analyse sur le plan sanitaire et l'analyse sur le plan économique, c'est en jugulant ces deux aspects-là qu'on prend des décisions. Oui. Qu'on prend des décisions. Et je crois que notre gouvernement a bien fait, compte tenu de l'impact économique que cette maladie peut avoir chez les gens, et lié au fait qu'on avait vu que plus ou moins la situation était stabilisée, le gouvernement a pris des dispositions pour que des mesures un peu contraignantes soient un peu allégées pour que les gens vaquent un peu plus à leurs occupations. Mais
compte tenu du fait que la maladie est toujours là, et on ne peut pas revenir à la vie normale que nous menions quand le coronavirus n'était pas encore là. Donc, c'est en jugulant ces deux choses-là. Puisque vous nous demandez, vous nous conseillez d'apprendre à vivre avec cette maladie à coronavirus depuis plus de 2 semaines, voire 1 mois bientôt. Quand on sait qu'aujourd'hui également dans la même foulée qu'il y a des zones qui ont été ciblées juste pour la prise en charge, c'est parce qu'il n'y a pas de personnel suffisant ou bien c'est parce qu'il n'y a pas de moyens qu'on ne peut pas libéraliser et revoir autrement les choses, parce que dans d'autres pays, on a comme impression que c'est ce qui est en train d'être fait. Oui. Chez nous, enfin, dans tous les pays, c'est la même chose. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le coronavirus, sa prise en charge n'est pas comme toutes les autres maladies qu'on connaissait. Et donc, il faut quand même que les gens soient formés d'une manière particulière pour prendre en charge les cas de coronavirus. Dans les structures où la prise en charge se fait actuellement, les gens ont été formés dans ce sens. Et pour aller à une libéralisation de la prise en charge, comme vous le dites, il faut que cette formation puisse être décentralisée, qu'au niveau des structures, les gens soient bien formés et qu'on soit dans une situation où on est sûr que ces personnes-là peuvent être correctement prises en charge dans cette structure-là avant d'y aller. Donc pour le moment, on n'est pas encore à ce stade-là. C'est pour ça que... Mais je le répète encore, dans tous les districts, les personnes positives au test du coronavirus sont prises en charge. Ceux qui ne sont pas malades. C'est ceux qui sont malades qui sont regroupés dans des structures, disons au niveau des chefs-lieux de région, pour être correctement pris en charge. Parce que ceux qui sont dans cette structure-là ont été formés pour ça. Et ne font que ça. Est-ce qu'il y a encore un district qui est épargné cette maladie à coronavirus? Bon, je sais que jusqu'à très récemment, c'était Haro et Agou qui étaient est finalement rentrés dedans. Dans la bon, donc c'est peut-être Haro seul qui reste alors. Oh, oui. Mais quand on sait que Haro n'est pas aussi loin... oui, c'est une situation quand même un peu... c'est un peu bizarre, mais bon. c'est ça qu'on constate. Haro et Ton, Srama et consort... Oui, Ton, dans Ton, il y a eu des cas, non? Oui, mais on se demande, mais bon... il y a Ton, Tado, tout ça là à côté, les mecs qui n'est pas aussi loin. Oui, mais Haro fait frontière avec le Zion. Le Zion, il y a eu des cas. Et il faut les frontières avec Ogou. Dans Ogou, on a eu des cas. Mais bon, c'est le constat qu'on a fait jusqu'à présent. Mais bon, et si réellement il n'y a pas de cas, mais tant mieux. Voilà. Mesdames, messieurs, nous allons à présent apprécier les chiffres en la date, bien sûr, de 28 juin 2020 au Togo. Le 28 juin 2000 au Togo, le tableau se présente comme suit. Nous avons 642 cas confirmés avec 401 cas guéris, 227 cas actifs pour 14 décès. Il faut dire avec détail que 27 des 434 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 642. Ces 27 personnes, dont les âges sont compris entre 0 et 35 ans, se répartissent comme suit. 26 cas parmi les voyageurs, 13 hommes dans le district 1 à Lomé, 9 dans le district 2 à Lomé, 2 hommes à Blita, une fille à Guérinkouka dans le district de Dangpen et un homme dans le district de Mo. Un cas parmi les contacts, un garçon dans le district 1 à Lomé. 5 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 401 le nombre total de patients guéris de Covid-19. Le nombre de décès reste inchangé à 14 et les cas actifs à 227. Total de 30 316 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Voilà le visa que présente le Togo à la date, bien sûr, de 28 juin 2020. 27 nouveaux cas. C'est encore beaucoup, hein?
Oui, oui. Bon, comparativement au jour précédent. Oui. Mais il faut Au rappeler jour aussi, précédent, on n'a qu'un seul. il faut rappeler aussi Oui. que le 27, la veille, Oui. le samedi, on a eu 24 cas positifs. 24 cas. Voilà. Un peu plus d'une quarantaine dans En le deux- week-end. Cinquantaine dans le week-end. Cinquantaine en 2 jours. En 2 jours. Mais la particularité de la journée du 28, ce que vous avez constaté que sur les 27 cas positifs, on a eu 26 cas parmi les voyageurs. 26 cas parmi les voyageurs. Ces voyageurs-là viennent d'où Bon, c'est un déplacement interne ou bien non. Selon l'information que j'ai eue, il semble qu'il y a eu des gens qui sont revenus de l'Arabie Saoudite. OK. Et parmi ces gens-là, je ne sais pas, sur 75 ou quoi, il y a eu près de 23 qui ont été retrouvés positifs. Donc, au fait, il y a eu beaucoup de cas. Ça peut paraître inquiétant, mais nous, ça nous rassure. C'est-à-dire que la stratégie qui est utilisée au niveau du pays nous permet de détecter le plus de cas positifs. Et c'est rassurant. Si on ne faisait pas le test là à tous les voyageurs qui revenaient, on ne pouvait pas retrouver beaucoup de cas comme ça parmi les... Et ceux de samedi, les 20 et quelques. Non, oui, ceux de samedi, il n'y a que 6 cas parmi les voyageurs. Il y a 6 cas parmi les voyageurs. Il y a eu 12 cas parmi les contacts et 6 cas parmi les suspects. Voilà, pour la journée de samedi. Donc, il y a la plus bonne partie de ce chiffre-là, c'est contamination sur place. Hein? C'est pas vraiment... Oui. Pour la journée du 27, Oui. Pour la journée du 27, 12 cas parmi les contacts, ça veut dire que c'est des gens qui ont été en contact étroit. Donc, la maladie circule vraiment à Lomé. Hein? La maladie circule. Et parmi les 12 cas, là, ce n'est pas seulement à Lomé. Hein. Les 12 cas de la journée de samedi, oui, les 12 cas parmi les contacts dans la journée de samedi, on en trouve à Lomé, on a trouvé à Tchévier, on a trouvé à Tanjouari. Tchévier, c'est pas aussi loin de Lomé. Oui, bon. Mais ça veut dire que le virus circule dans le pays. Et qu'est-ce que ça vous dit quand vous essayez de voir ces chiffres-là? Tantôt, on a 0 cas en 24 heures et juste après, on a 2 cas, 3 cas. Et c'est parti pour 20 quelques cinquantaines en 48 heures. Oui. Ça veut dire que entre-temps, par jour, on n'avait pas beaucoup de cas et on était tous contents que la situation était stabilisée. Mais si à un moment, à certains jours, on trouve encore beaucoup de cas, ça veut dire que la vigilance est toujours de mise. On n'en est pas encore sorti. Et donc, on doit toujours respecter les mesures qu'on nous préconise pour pouvoir... pour ne pas être en contact avec le virus. On a comme l'impression qu'il y a un petit relâchement au niveau des mesures barrières dans tout son ensemble. C'est vraiment systématique comme il y a de cela malheureusement, moi je pense que le fait qu'on a dit qu'il n'y a pas de couvre-feu, qu'il n'y a plus de couvre-feu, c'est comme si les gens ont cru que la maladie est finie. Les gens ont cru que la maladie est finie. Oh, la maladie n'est pas finie. C'est compte tenu du fait qu'entre-temps, on n'avait plus beaucoup de cas. Oui. Et donc, on a jugé que ce n'était plus nécessaire de maintenir le couvre-feu, de le lever pour que... il y a certains qui font leurs activités dans la nuit, tout ça, pour que les gens puissent se vaquer à leurs occupations. Mais on doit comprendre que ça ne veut pas dire que la pandémie est finie au Togo. La pandémie existe toujours, le virus circule, et donc, en principe, il ne doit pas y avoir de relâchement. On doit toujours continuer à respecter les mesures barrières qui nous sont enseignées.
Parlons justement de ce couvre-feu. Est-ce que vous avez eu peut-être un petit temps de sortie les soirs à Lomé, dans certaines grandes villes du pays? Vous voyez un peu l'ambiance? Bon, bon, un peu de couvre-feu, personne ne peut sortir. Oui, après, Voilà, mais après le couvre-feu, ouais, tout juste après le couvre-feu. Moi, je viens de passer, comme si, je viens de passer 2 semaines à l'intérieur du pays. Ok, J'ai passé 1 semaine à Palimé Palimé. et 1 semaine à Dapan. Et en toute franchise, lorsqu'on est arrivé à Palimé, les collègues avec lesquels j'étais parti pour travailler me disent, mais docteur, ce n'est pas possible. C'est comme si le corona n'a jamais existé à Palimé ici. Effectivement, on a constaté que dans la population, beaucoup de personnes ne portaient pas Les ne masques. portaient pas le masque. On a constaté, ça a coïncidé avec la reprise des classes. Oui. Et on voyait les élèves qui sont autorisés à reprendre les classes, qui allaient en classe sans masque. Certains avec le masque, mais qui tenaient à la main, qu'ils ne portaient pas de façon convenable. Donc, et arrivé à Dapaon, malheureusement, c'est le même constat qu'on a fait. Alors, dans ces villes-là, je ne suis pas sûr qu'il y avait eu de couvre-feu. Pour dire que c'est parce qu'on a dit Le qu'il y a couvre-feu, c'était beaucoup plus dans le Grand Lomé. Lomé et puis à Sokoré. À À Sokoré. Oui, donc, là-bas, par exemple, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on a levé le couvre-feu que les gens ont... Il y a ce relâchement. Ça veut dire que les gens pensent que le virus... Est-ce que vos démembrements des services à ces différents niveaux, dans ces différentes villes, ont quand même fait leur boulot dans tout son ensemble? Oui, la même chose que nous faisons à Lomé, c'est-à-dire on met un accent particulier sur la sensibilisation. Oui. Et c'est ce qui explique que tous les médias sont mis en contribution et reçoivent des personnes comme nous, comme vous le faites actuellement, pour pouvoir parler à la population. Et je pense que la même chose est faite au niveau, enfin, de toutes les villes où il y a les radios, au moins. Oui, à Palimé, on a au moins Oui, 4 voire 5 radios. Voilà, mais c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Je suis passé sur certaines radios, même à la télévision nationale. Non, pas à Palimé, à la télévision nationale. Et il y a une question qui revient toujours, c'est que on dit que les gens veulent qu'on leur montre des malades de coronavirus avant qu'ils ne soient assurés que la maladie existe au Togo. Bon, peut-être que tous les autres qui ne respectent pas les mesures barrières, peut-être que c'est la même chose qu'ils ont en tête, mais je ne sais pas comment il faut faire pour faire comprendre aux gens. Hein? Ce qui est sûr, on ne peut pas aller filmer des malades. Non, mais on a quand même eu la chance d'avoir une sur ce plateau ce week-end-là. Hein. Une personne guérie qui est venue témoigner. Qui a fait un témoignage. Voilà, c'est ça qui est très important. Je pense que l'émission est déjà en ligne, les gens peuvent toutefois. Voilà, c'est ça qui est très important. Et moi, je souhaiterais, ces émissions-là, on peut les répéter, mais s'il y a encore plus de gens qui, bon, on fait la maladie, mais bon, heureusement qui en sont sortis. S'il peut y avoir encore plus de gens qui peuvent faire des témoignages, je crois que ça nous aiderait. Oui. Voilà. On va commencer par prendre les questions laissées sur la plateforme. La toute première question nous dit c'est qui suit. Bonsoir, je me nomme Maoussi Olivia. Je peux avoir des informations sur la maladie s'il vous plaît. Les informations, lesquelles, bon, la situation peut être au Togo, on fait juste un petit rappel de ça. Il faut dire qu'à la date de 28 juin 2020, à 19h45, plus précisément, on a 642 cas confirmés avec 227 cas actifs, 401 nombre de personnes guéries avec 14 décès. Voilà un peu la situation au Togo à la date, bien sûr, de 28 juin 2020. On prend la question suivante.
Salut, salutations sincères. J'ai toujours craint ce Covid-19 avant même qu'il nous arrive en Afrique. Cependant, j'ai plus peur avec la deuxième vague en Chine et ailleurs. Pensez-vous que j'ai raison d'avoir peur, trop peur, ou est-ce que je dois être serein En Afrique. en Afrique? La personne est au Mali, je pense. Oui, la personne qui a posé la question au mari. Ok. Et elle veut savoir si c'est normal, hein? Oui, non. Ça peur. Oui, oui. Oui. Ça peut être bien fondé. Ça peut être bien fondé parce que nous tous, quand on a eu vent, quand on avait eu vent des premiers cas en Chine, bon, on avait appris le virus était très virulent, si je peux m'exprimer ainsi, et que beaucoup de personnes étaient contaminées en peu de temps. Mais on n'avait pas beaucoup d'informations sur le grand nombre de décès. Mais quand cette pandémie est arrivée en Europe et aux États-Unis, on s'est tous rendu compte que ce virus l'a tué beaucoup. Donc, c'est normal qu'on puisse avoir peur. Et actuellement, comme le téléspectateur ou bien la téléspectatrice est en train de le dire, on entend souvent qu'il y a encore des cas qui sont dépistés en Chine. Oui. Donc, c'est comme s'il y a une deuxième vague qui vient. Et je pense que c'est normal qu'elle ait peur. Mais on pense que si c'est le même virus et toutes les mesures barrières qu'on nous enseigne, si nous les respectons, il n'y a pas de problème. On ne sera pas contaminé. Ou bien c'est la phase endémique de la maladie qui a commencé dans ces pays-là déjà? Est-ce qu'on dirait que c'est la phase endémique? Vous savez que cette maladie-là, comme tous les médecins le disent, c'est une nouvelle maladie et vraiment, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations. C'est peut-être lorsque ça finira et avec toutes les études qui seront faites dessus qu'on pourrait cerner cette maladie-là complètement. Ce qui est sûr, respectons les mesures barrières et ça nous permettra d'éviter au maximum d'être contaminés par le virus. Est-ce que ça va finir un jour? Il y a quand même on doit toujours l'espérer. On ne peut pas se dire... Ça fait déjà près de 6 mois, hein? Oui, 6 mois, 7 mois bientôt, quand ça a commencé, tout le monde est conscient. Dernier. Tout le monde est conscient. Tout le monde est conscient que au Togo, même ça a commencé depuis mars. Mars. Et nous sommes... Le premier cas, c'était le 6 mars. Dans 2 jours, nous sommes en juillet. Donc, ça va faire déjà 4 mois que cette maladie, cette pandémie perdure au Togo. Et on est conscient que ça ne va pas finir demain, après-demain. C'est pour ça qu'on nous demande de vivre avec le virus actuellement. Vivre avec le virus, ça veut dire que respecter toutes les mesures barrières, mais on peut continuer nos activités. Voilà. La question suivante dans cette émission de ce soir, bonsoir, j'aimerais savoir si la pandémie diminue ou augmente. Bien, la pandémie diminue, augmente, la pandémie est toujours là. Et vous voyez, dans les pays européens, aux États-Unis, entre-temps, il y avait, en avril, vraiment, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe dans ces régions-là. Et en mai, ça a commencé à diminuer, tout le monde était content, mais on a appris que ces derniers jours, la flambée a encore repris aux États-Unis. La Chine, qui a été le premier foyer dans le monde, on a encore des cas qui reviennent. Bon, ça veut dire que la pandémie est toujours là. Peut-être qu'on n'est plus aux chiffres qu'on avait en avril, mais bon. On parle beaucoup plus maintenant de Venezuela, Brésil et autres. Hein. Oui, non, Brésil, c'est depuis longtemps. Hein. Ouais. Brésil, c'est depuis longtemps. Brésil aussi, c'est depuis longtemps. Mais malheureusement, je ne sais pas. Au niveau de tous les pays, là, ça dépend de la conviction des gens. Et je crois que les premières autorités n'ont pas pris, enfin, c'est mon avis, hein, n'ont pas pris les meilleures mesures, par exemple au Brésil, et ça a fait que la situation au Brésil a été vraiment très, très, très difficile.
Quand on parle du Brésil, il y a les États-Unis aussi à côté. Oui. Ça Oui. ne va pas. Oui, En ces dernières 24 heures, ça fait craindre, hein. c'est comme je le disais tout à l'heure, aux États-Unis, ça reprend. Il semble que c'est surtout dans les États du Sud Mm. que ça a repris. Floride et autres. Voilà, que ça a repris. Et je pense que, vous savez qu'entre-temps, on a demandé aux gens d'alléger les mesures. Il y a dans beaucoup de zones dans ce pays-là, on était allé carrément au confinement, hein. On était allé au confinement. Ça veut dire que tout le monde, chacun reste chez lui et personne ne sort. On ne peut sortir que pour des besoins vraiment urgents et justifiés. Mais entre-temps, on le sait, avec sur le plan économique, l'impact que ça peut avoir sur le plan économique, on a demandé aux gens de sortir, de reprendre les activités. Et voilà que la pandémie est en train de reprendre de plus belle. Question suivante dans cette émission, et celle-ci nous dit ce qui suit. Quoi qu'on dise à ce jour, il y a une énorme baisse dans le mécanisme de lutte contre la Covid, aussi bien chez la population que chez le gouvernement. Pour preuve, les émissions sur le coronavirus en français et en langue locale qui se faisaient au début, par exemple, sur la télévision togolaise, ont baissé d'intensité chez la population. On pense que la maladie est en voie de disparition alors qu'on enregistre encore et chaque jour des cas de Covid-19. C'est un constat réel à mon sens. Alors, que faire pour redynamiser la sensibilisation afin de venir véritablement à bout de cette maladie au niveau population et gouvernement? Car on dit souvent l'enseignement n'est efficace que lorsqu'il est répété. Merci de supporter la longueur de mes propos. Voilà. C'est un constat, hein, de... Oui, bon, c'est un constat, mais est-ce que réellement les émissions ont, Ça, non. Hein. ont baissé d'intensité? Je ne crois pas. Oui, je ne crois pas. Peut-être l'allègement des mesures barrières, l'allègement des restrictions. Pas des mesures barrières, mais de certaines restrictions. Voilà, c'est ça. Les cordons sanitaires, voilà. les levées de couvre-feu. Voilà. Oui. Sinon, sur le plan, en matière de sensibilisation, nous, on a le programme de sensibilisation chaque semaine au niveau du Grand Lomé. Tous les jours, depuis le début, depuis presque 2 mois, hein, pratiquement. Je crois que c'est le même rythme, hein. Ça n'a pas baissé. Mais le problème, c'est-à-dire que c'est un problème de comportement. Et c'est là où c'est difficile. C'est un problème de comportement individuel. Et c'est là où c'est difficile. Mais tant que les gens ne comprennent pas que adopter les mesures barrières, c'est se protéger et protéger les autres, ça sera toujours difficile pour nous. Que les gens ne pensent pas que, je ne sais pas, moi je n'y crois pas, donc je ne suis pas obligé d'adopter les mesures barrières. Vraiment, c'est très compliqué. C'est ces gens-là, comme je le dis toujours, c'est ces gens-là qui nous tirent vers le bas. C'est ces gens qui nous tirent vers le bas. C'est-à-dire que tu ne peux jamais savoir à qui tu as affaire lorsque tu es en face de quelqu'un. Comme on l'a dit, on peut être positif au coronavirus et ne présenter aucun signe de maladie. Donc, vous pouvez être en face de quelqu'un qui est en bonne santé, qui ne présente aucun problème de santé, mais il peut être positif au coronavirus. Et si vous ne vous protégez pas devant lui, et lui aussi ne se protège pas, vous êtes contaminé très rapidement. Et si vous êtes contaminé, moi je le dis toujours, vous êtes contaminé, bon, si Dieu fait que vous avez une immunité qui est très forte et que vous-même, vous n'avez aucun problème, mais vous mettez en danger tout votre entourage. Tous vos proches sont en danger dès que vous avez le virus. Voilà. Alors, ce qui veut dire que la sensibilisation doit continuer. Hein? Doit continuer. Et je pense que ça sera le cas jusqu'à ce qu'on se rende compte que vraiment le virus est en train de partir. Est-ce que les enseignants qui ont repris les cours avec les élèves en classe désormais ont été formés quand même pour que dans peut-être 1 heure ou bien 2 heures de cours de chaque enseignant, on prend au moins une dizaine de minutes pour parler
de coronavirus pour que ça puisse impacter Bon, au ça, niveau je ne Il faut peux pas. aussi peut-être voir cette Oui, alternative. oui, non, Ça va beaucoup aider, hein. je ne peux pas le dire avec certitude, mais vous savez qu'on n'a pas décidé du jour au lendemain que les gens retournent en classe, que les gens sont partis. Au niveau du ministère de l'Enseignement, je crois que des mesures ont été prises. Et quelques semaines avant que les enseignants étaient repartis en classe, on leur a enseigné comment il faut disposer les élèves en classe, quelles mesures les élèves doivent prendre, quelles mesures eux-mêmes doivent prendre. Je pense que ces choses-là ont été des préalables avant que les élèves ne partent en classe. Donc, je suis sûr aussi qu'il doit y avoir des plages pour que les enseignants puissent parler du coronavirus aux élèves. Parfait. La question qui suit nous dit: bonsoir, je voudrais savoir si Covid-19 ne peut pas être transmis par la mouche, puisque les mouches peuvent se poser sur les vues crachat de quelqu'un qui est positif et se poser ensuite sur quelqu'un qui est négatif. Voilà un peu la question. Oui, non, mais moi, je pense que c'est pas une question stupide. Hein? Oui. Il faut bien comprendre les choses pour savoir quelles mesures il faut prendre pour ne pas être infecté. Donc, non, ce qu'on dit, le virus se transmet par voie aérienne. D'accord? Se transmet par voie aérienne. Donc, lorsque quelqu'un a le virus et vous êtes à côté de cette personne-là, entre vous deux personnes ne prend les mesures, c'est-à-dire ne portent pas de barrières, vous ne respectez pas la distanciation d'au moins 1 mètre. Lorsque cette personne-là tousse ou éternue, c'est plein de virus que la personne-là émet dans l'air, et quand vous respirez cet air-là, vous prenez le virus. L'autre chose aussi, ce qu'on dit, pourquoi on dit de se laver régulièrement les mains. Comme il a dit là, quelqu'un peut tousser ou éternuer, le virus peut être tombé sur une surface, par exemple la table sur laquelle je suis là. On ne sait pas à quel temps le virus a été propulsé sur la table. Vous venez, vous utilisez la main, et c'est quand vous portez la main là vers votre nez, à la bouche, au nez, et parfois même au niveau des yeux, que vous pouvez attraper le virus. Mais bon, jusqu'à présent, je ne sais pas s'il y a une étude qui a déjà prouvé que la mouche peut être vecteur de ce virus-là. Voilà. Pour le moment, il n'y a aucune étude qui est faite dans ce sens-là pour démontrer vraiment si les mouches peuvent transmettre ce virus. La suite de cette émission, en question-réponse, on évolue avec une nouvelle question. Bonjour, je voudrais savoir si on peut contracter la Covid-19 dans une piscine, d'autant plus que tout le monde crache et se mouche dans l'eau. Ah, là, c'est sérieux, hein? Oui. Oui, c'est sérieux. C'est possible peut-être, hein? Dans une piscine. C'est possible, mais en principe, la piscine, ce n'est pas de l'eau simple. La piscine, ce n'est pas l'eau simple. Si vous avez l'habitude d'aller à la piscine, vous sentez carrément que c'est comme... il y a beaucoup d'eau de javel dans la piscine. En principe, si cette eau est bien désinfectée selon les normes, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes. Voilà. Donc en réalité, on peut se baigner sans savoir... sauf que c'est une piscine qui n'est pas entretenue selon les règles. Là, on peut être en danger, je ne sais pas. Mais en principe, si cette piscine est bien entretenue et désinfectée comme ça doit l'être, en principe, le problème ne doit pas se poser. OK. On va prendre de nouvelles questions dans cette émission pour évoluer. La nouvelle question nous dit: bonjour, chers tous, est-il possible qu'on arrive à autoriser le dépistage volontaire en payant au Togo? Voilà sa question. Oui. Oui, on évolue. Bon, pour le moment, le Togo n'a pas encore adopté cette stratégie. Et donc, peut-être, sinon pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, cette stratégie n'est pas adoptée au Togo. La stratégie qui est adoptée, c'est de tout faire pour tester
les personnes en contact avec les personnes qui ont été dépistées positives, et les voyageurs, Oui. et toute personne qui présente des signes Oui. qui qui ressemblent aux signes du coronavirus. Voilà, c'est ces 3 catégories de personnes-là qui sont testées pour le moment. La stratégie, c'est que, bon, ça dépend du nombre de tests aussi qui est disponible. Peut-être que si aujourd'hui on dit, bon, les gens, le test se fait à tel montant et ceux qui ont l'argent peuvent venir faire ce test. Ça, c'est déjà une discrimination. Oui, ça veut dire que c'est ceux qui ont l'argent qui pourront aller faire le test. Oui. Et ceux qui n'ont pas l'argent ne le feront pas. Et si c'est parmi ces gens-là qu'il y a des gens qui sont positifs, vous voyez, donc cette stratégie-là n'est pas. Mais les gens voudraient avoir aussi le cœur net, et parce qu'aujourd'hui, quand on parle de coronavirus, mais le problème qui se pose, on veut avoir une assurance. Non, le problème qui se pose, Oui. J'ai de l'argent. On dit le test est payant. Je m'en vais faire le test. Je suis négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? En principe, ça ne veut rien dire. Si je n'ai couru aucun risque, tout ça, je m'en vais faire le test aujourd'hui, on dit que je suis négatif. Youpi, je suis négatif. Si je retourne à la maison et je ne respecte pas les mesures barrières, je vais prendre le virus. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Voilà. Avant de venir sur ce plateau, je discutais avec certains amis et collègues, et ils me disent, mais c'est comme le test de VIH-Sida, ils ne le feront jamais, si jamais la maladie ne se déclare pas. On va prendre peut-être une dernière question dans cette émission pour clôturer le numéro de ce jour. Bonsoir. La COVID-19 a-t-elle atteint le milieu scolaire au Togo depuis la réouverture des classes? Si oui, quelle est la situation? Merci. Bernard de Dapan, oui, mais ça, on le sait depuis la semaine passée. Hein. Oui. Il y a certains élèves qui ont été testés positifs. Parmi les 5, il y a certains qui sont venus de voyage, quelques cas. Bon, voilà. C'est un peu ça la situation. C'est ça. C'est ça. Donc, malheureusement, les tests ont été faits chez certains élèves. Mais ça ne se fait pas au hasard comme ça. Hein. Il faut, c'est sûr, certains... Il y a des critères et puis il y a certaines informations sur lesquelles on se base pour aller vers les gens à qui on peut faire le test. Bon, malheureusement, il y a quelques élèves qui ont été testés positifs. Mais je pense que il n'y a pas à aller... Comment dire, il n'y a pas à s'affoler. Il n'y a pas péril dans la demeure. Il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas à s'affoler. La situation est maîtrisée. Voilà. Parfait. Docteur Yao, Didier Degbi, c'est ça. C'est bien ça. Bien prononcé. C'est bien ça. C'est déjà la fin de l'émission. Merci. Peut-être vous prendre votre dernier mot de la fin. Oui, mon dernier mot, le mot de la fin, c'est de rappeler à nous tous que il n'y a pas à faire preuve de relâchement. Ok. Il n'y a pas à faire preuve de relâchement. Il y a la maladie, hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas coup-feu que la maladie n'existe pas. Que la maladie est finie au Togo. Il y a la maladie. Il y a la maladie au Togo, comme il y a la maladie dans tous les autres pays qui sont autour de nous. Il y a la maladie au Togo. Donc, nous devons continuer à respecter les mesures barrières qui nous sont demandées. D'ailleurs même, au niveau du pays, le port de masque est devenu obligatoire. Justement, parlant bien sûr de ce port de masque-là, on l'a toujours évoqué sur ce plateau. Peut-être que j'ai dit c'est déjà la fin, mais permettez qu'on puisse avoir une explication aussi par rapport à ça. Et quand on interpelle les gens, qui sont ceux-là qu'on devait interpeller dans la circulation avec masque ou sans masque? Bon, en principe... Parce que les gens sont seuls dans la voiture, on leur demande de ne... Non, quand tu es seul dans ta voiture, tu as quitté la maison, tu es seul dans ta voiture, tu es en train de circuler, je ne pense pas que quelqu'un peut t'obliger à porter le masque. Le masque, on dit, c'est quand vous êtes avec un certain nombre de personnes. C'est quand vous êtes avec un certain nombre de personnes et qu'il y a un risque que vous contaminiez ou bien que vous soyez contaminé, qu'on vous exige de porter le masque. Les transports en commun, par exemple,
Vous avez tous pris le transport en commun, chacun est venu de chez lui, on ne se connaît pas. Si l'autre a le virus, on ne sait pas. Alors ça, c'est vraiment indispensable que chacun porte le masque. La dernière fois, quand j'ai dit, nous sommes allés travailler pendant 2 semaines à l'intérieur du pays, chacun est venu de chez lui. On était dans un véhicule pour une mission, mais chacun était obligé de porter son masque parce que on n'est pas venu de la même maison. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir du moment où il y a regroupement, 2, 3, 4 personnes, il faut que chacun porte son masque. Voilà. Parfait. Voilà. Donc c'est ça, je reviens sur mon mot de fin. Donc, Oui. les mesures barrières doivent toujours être respectées. Donc, comme je le disais, le port du masque est devenu obligatoire. Donc, la situation où c'est obligatoire, lorsque vous êtes dans cette situation-là et vous ne portez pas le masque, on va vous rappeler à l'ordre. Ça, c'est normal. Et appliquer le nouveau code pénal. Voilà, et appliquer le nouveau code pénal. Donc le port des masques, la distanciation sociale, quand on est en groupe. D'ailleurs, le regroupement de plus de 15 personnes, qui ne doit pas dépasser plus de 15 personnes là, est toujours de rigueur. Ouais. OK? Donc, distanciation sociale, quand vous êtes en groupe, qui doit être de moins de 15 personnes. Le lavage des mains régulièrement, ou bien l'utilisation du gel hydroalcoolique, très important. Et toutes ces mesures-là, vraiment, sont de mise et on doit les respecter. Parfait. Merci beaucoup à vous, docteur Yaro Didier Degbe. Je rappelle bien sûr que vous êtes chef division des établissements publics de soins au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Bon retour chez vous et à très vite. On se reverra forcément, puisque Corona est toujours là. On se reverra pour développer d'autres thèmes. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain toujours avec le même plaisir.